et je veux redire que cela relève de l'écoterrorisme. Il y a des gens qui, fichés S, c'est-à-dire radicalisés pour les services de renseignement français, pour l'ultra-gauche, veulent manifestement le désordre et le chaos, et nous ne pouvons l'accepter. Quand c'est un ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire celui qui est en charge de l'ordre et de combattre le terrorisme et de désigner qui est terroriste ou pas dans ce pays, qui désigne ses opposants politiques, nous comme des éco-terroristes, tout le monde comme des terroristes intellectuels, sans faire de distinction, sans faire de nuance. Lui qui est normalement là pour garantir l'ordre, un mot qu'il aime, et la cohésion de la société, il fait quand même exactement l'inverse. On a un problème structurel de maintien de l'ordre dans ce pays qui d'ailleurs ne maintient rien du tout, et qu'il y a aussi des problèmes de racisme, de violence policière, et que c'est pas un gros mot que de dire ça et que je continuerai à le dire. En réalité, on peut pas juste dire tous les flics c'est des connards, les manifestations faut nous laisser faire ce qu'on veut. Enfin voilà, il y a un vrai sujet. Est-ce que par exemple c'est une question que vous vous posez vous, les Verts aujourd'hui, sur comment réagir à cette OPA par l'extrême droite, dont Hugo Clément est au mieux un instrument. Que j'entends des débats sur l'immigration qui sont déjà très tendus aujourd'hui, on a l'impression que c'est une situation très grave, mais c'est rien du tout par rapport à ce qui arrive. Jordan Bardella vous contredira pas là-dessus, je pense. Tondelier, c'est comme Hugo Clément, elle accepte d'aller débattre avec le Rassemblement National. Débattre avec le Rassemblement National, c'est mon quotidien. Alors après, il faut que je fasse quoi ? Il faut que j'aille plus au conseil municipal. Il y a un moment où, quand on fait politique, il faut aussi se confronter à l'altérité. Moi, je dis souvent que le Rassemblement National, c'est un parti vautour qui, en fait, il laisse faire le pourrissement. En fait, il laisse les autres se planter et mourir d'eux-mêmes ou s'entre-déchirer entre eux. Ils disent pas... on est normaux. Ils disent on fait une stratégie de dédiabolisation. Moi, ça me fait rire. Leurs programmes qu'ils sont, c'est loin d'être populaires et les intérêts qu'ils servent ne sont pas les intérêts du peuple. Bonjour tout le monde. Vous et les bienvenus. Nous allons... je vous explique. Marine Tondelier, c'est pas facile. C'est pas facile car c'est la seule et première invitée qui nous avait planté il y a 3 semaines, bon, mais pour des raisons impérieuses, donc on s'en fout. Mais là, voilà Tipac, son assistant, au demeurant charmant, m'a raccourci de 15 minutes l'entretien. Non mais on rigole ou quoi ? C'est quoi cette histoire-là ? Bon, on va pas perdre de temps, je vois qu'elle est là. On va lui dire bonjour. Bonjour, est-ce qu'on vous entend ? On m'entend très bien. Sinon, ce sera de la censure. je crois qu'on vous entend très bien. Super. Vous avez une belle affiche derrière vous, dites donc. Ouais. Vous vous radicalisez sur Internet, vous, ou quoi ? Selon le ministre de l'Intérieur, oui. Selon la CGT, non. Ah, c'est-à-dire bon, j'ai promis qu'on ferait pas de politique aérie, mais là... Il y a plusieurs versions. Bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Donc vous êtes où, là ? Dans le local des Verts, c'est ça ? C'est exactement ça, dans mon bureau, au siège du parti d'Europe Écologie Les Verts, près de la gare du Nord. À Paris. J'avais préparé, c'est un bordel si vous saviez aujourd'hui. Non, je vous dis, c'est un peu comme les congrès chez vous, je pense, hein, là au poste ce matin. Bah non, ça se passe hyper bien au congrès, il y a du son. Il y a du son, mais j'ai eu peur. J'ai cru que vous... Charlie, moi je peux faire aussi, il y a pas de problème. Ah bah bien sûr. Non, j'ai cru que vous... Ah bah bien, non, au contraire, c'est tout l'idée. J'ai cru que vous alliez dire il y a du sang. Non, il y a du son. Ah non. Non. On est non violent, vous savez. Absolument. Il n'y a même pas de sang d'animaux puisqu'on est végétarien, donc tout va bien. Ah oui, il paraît, ouais, j'ai lu ça, j'ai tapé votre nom et dans France Info, il y a 5 choses qu'il faut savoir sur vous et la première chose, c'est que vous êtes végétarienne. C'est étrange. Non ? Non, je suis allée à l'époque, j'étais allée à Copenhague, donc c'était la COP 15. Une première grosse manifestation d'ailleurs pour le climat en 2009 et j'aimais déjà pas beaucoup la viande parce que depuis toute petite quand il y avait du sang dans l'assiette et tout j'étais un peu par sensiblerie et je suis rentrée en me disant qu'en plus comme c'était pas bon pour le climat c'était pas la peine de trop se forcer donc depuis 2009 je ne mange plus de viande. Vous avez 36 ans. Vous êtes chef de file de EELV, c'est-à-dire que vous êtes secrétaire national, je crois, c'est ça. Vous avez été élu avec un score soviétique, 90% des adhérents ont voté pour vous au dernier congrès.
Vous avez manifesté à Sainte-Soline et on va en parler évidemment parce que votre témoignage a été déterminant sur ce qui a pu être dit ensuite. Vous combattez le RN depuis toujours, depuis que vous avez peur du sang finalement, sur les terres même du RN puisque vous êtes élu d'opposition au Conseil d'Hénin-Beaumont et j'aimerais beaucoup qu'on parle de votre travail, de ce que c'est que le RN au quotidien. Est-ce qu'il est différent du RN? J'ai un peu ma réponse, mais du RN médiatique. Vous avez des choses à nous dire sur le nucléaire, sur le partage de l'eau, sur les richesses. On prend le café avec vous, Marine Tondelier, même s'il est ristretto, puisque votre ami François, bien, qui est donc votre assistant, m'a demandé de raccourcir. Mais bon, c'est normal, c'est normal. Et on ne versera pas une goutte dans la politique aigrie si vous en êtes bien d'accord. Avec grand plaisir, parce que c'est fatigant. C'est ça n'a aucun intérêt en plus. Alors, si vous permettez, juste moi, c'est du thé, c'est pas du café, mais à part ça, tout va bien. Bon, très bien. Allez, on vous garde. On est tellement content de vous parler. Alors, il y a aussi pas mal de questions qui sont venues par Twitter et qui vont venir par le chat. D'abord, qu'avez-vous vu à Sainte-Soline ? Alors, j'étais 2 fois à Sainte-Soline. J'ai fait la manifestation en octobre, qui pour le coup était très compliquée parce que pour le coup, on avait eu affaire aux forces de l'ordre une quinzaine de fois entre le départ de la manifestation et la bassine. Et donc, il y avait eu du lacrymo quasiment de manière constante pendant 3 heures. Le sens du vent nous aidait, mais c'est vrai que c'était un exercice un peu plus finalement intensif dans la durée. Là où à Sainte-Soline, le 24 mars, nous avons finalement fait un pèlerinage de 10 km en mode Saint-Jacques-de-Compostelle sans croiser aucune force de l'ordre. On a même visité, c'était assez pittoresque. Peut-être qu'on nous dit, regardez sur votre droite, il y a un tumulus. Mais qu'est-ce qu'un tumulus? Mais c'est des constructions funéraires de 4000 ans avant Jésus-Christ. Alors tout le monde visitait le tumulus. Enfin, c'était assez vraiment très pittoresque. J'ai dit à la première ministre que c'était Saint-Jacques-de-Compostelle pour certains. Et puis tout d'un coup, arriver devant cette bassine, voir toutes ces forces de l'ordre amassées. Et c'est la grosse différence de point de vue que j'ai, notamment avec la première ministre, puisque j'avais demandé un rendez-vous sur le sujet qui a eu lieu. Et elle me dit, vous comprenez, on est obligé de mettre des forces de l'ordre pour protéger les manifestants. Je lui dis, je connais cette logique, mais pour le coup, ce que j'ai vu là, c'est pas vrai. S'ils protégeaient la manifestation, on les aurait croisés pendant la manifestation. Il se trouve que là, ils protégeaient la bassine, c'est-à-dire un trou, que cette opération de maintien de l'ordre a coûté 5 millions d'euros, c'est-à-dire le coût de 2 bassines complètes, et que vraiment, alors après, je peux comprendre qu'ils aient envie de protéger une bassine, il y a pas de problème, mais c'est pas vrai qu'ils étaient là pour protéger les manifestants, et que de manière indistincte, tout le monde s'est fait gazer, et qu'il y a eu, surtout, ça vous l'avez suivi, dans les jours qui ont suivi, énormément de mensonges. Et donc, ma présence, celle de la LDH, celle d'autres parlementaires écologistes insoumis a été beaucoup critiquée. Je pense qu'elle a été critiquée parce qu'ils n'avaient pas intérêt à ce que je sois là, à ce que l'on voit et à ce qu'on puisse raconter la vérité. Moi, quand il a commencé par dire qu'il n'y avait pas d'armes de guerre, bah si, il y avait des armes de guerre, c'est la définition dans la loi, ne lui en déplaise. Quand il a dit qu'il n'y avait pas il n'y avait pas eu de lacrymo ni sur et de grenades ni sur les élus ni sur les blessés que nous protégions, c'est faux. Et je me rappelle avoir mis une photo sur le bureau d'Elisabeth Borne de David Cormand, vous le connaissez peut-être, il est parlementaire européen écologiste, notre ancien secrétaire national, et donc on le voit en train de prendre une photo et au-dessus de sa tête une grenade. On se disait, c'est bien David Cormand, il est bien député européen, c'est bien une grenade au-dessus de sa tête. Donc j'ai assuré la première ministre que j'étais nulle en informatique et donc je ne savais pas faire de Photoshop, donc c'était une vraie photo. Et donc je lui dis, voilà, peut-être que vous ne saviez pas, là maintenant que vous avez cette photo, vous ne pouvez plus dire qu'il n'y a pas eu de grenade sur les parlementaires, en sachant que les blessés que nous protégions étaient juste derrière, donc c'est QFD. Et donc je pense que voilà, c'est ce qui m'importe dans la vie, c'est la vérité. C'est le mot que j'avais choisi à la soirée des soulèvements de la Terre, où chacun devait choisir un mot pour défendre les soulèvements de la Terre. La vérité, j'y tiens. C'est pas un truc idéologique, c'est pour le coup, c'est après un événement pareil, les gens ont le droit de savoir ce qui s'est passé, et surtout la vérité, c'est ce qu'on doit à Serge notamment, qui est encore entre la vie et la mort. Et en réalité, lui, ses proches, sa famille, celles et ceux qui ont manifesté à ses côtés ont le droit de savoir ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Du côté des manifestants, on le sait en partie. Du côté des forces de l'ordre, c'est encore un peu obscur. Et est-ce que vous pouvez nous dévoiler la mine de la première ministre ou sa réaction, si elle en a eu, quand vous lui avez parlé de l'arsenal policier, des violences policières? Qu'est-ce qui se fait dans le secret des dieux Non, mais c'est une ancienne préfète, donc vous savez, elle est pas là pour être émotive ou expressive. Elle prend acte. Je l'ai trouvée extrêmement
mal à l'aise sur le sujet suivant, qui était celui du fait que son ministre de l'Intérieur qualifie ses opposants politiques de terroristes, ce qui a un sens, outre que c'est une outrance politique. Dans les fonctions qu'il occupe, ça a vraiment pour le coup un sens et c'est dangereux. Je lui ai dit qu'il finirait par y avoir un mort et qu'il serait écologiste, vu la tournure que prenaient les événements dans plusieurs régions de France. Et voilà, on sent qu'elle n'est pas forcément à l'aise. Après, une première ministre, elle est là pour tenir la ligne et elle le fait à merveille. Mais nous aussi, nous savons tenir notre ligne dans un registre et dans un style différent. Et voilà, au moins cet échange a-t-il eu lieu. Et je pense que depuis, de mémoire, je ne l'ai plus entendu, ni elle, ni Gérald Darmanin, asséner les mensonges que je leur avais pointés dans ce rendez-vous. C'est toujours ça de prix. Justement, il y a cette accusation d'écoterrorisme qui vous vise pas vous directement, explicitement, mais qui pourrait, d'une certaine manière, C'est quand même assez général, hein. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que vous êtes réunis là, les Verts, en vous disant bon, qu'est-ce qu'on répond là? En association de malfaiteurs ou en bande organisée? Parce qu'il y a un moment où quand on commence je sais pas, on se dit à un moment, est-ce qu'on doit louer des caves pour se réunir dans la clandestinité dans 3 semaines, puisqu'ils vont dissoudre les soulèvements de la terre, qu'on en fait partie, que peut-être ils vont devoir dissoudre tout le monde, la Ligue des droits de l'homme, la Confédération paysanne, le LV, et après qui, on ne sait pas. Donc il y a une forme d'outrance, et ce que je vous disais à l'instant, c'est que c'est pas juste que c'est que le débat politique est devenu outrancier, ça on le sait, moi je le déplore parce que ça aide pas trop à avancer les choses, mais quand c'est un ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire celui qui est en charge de l'ordre et de combattre le terrorisme et de désigner qui est terroriste ou pas dans ce pays, qui désigne ses opposants politiques, nous comme des éco-terroristes, tout le monde comme des terroristes intellectuels, sans faire de distinction, sans faire de nuance. Là aussi la première ministre m'avait dit, je pense pas qu'il parlait de vous. Je lui ai dit, premièrement si, et deuxièmement, il fait pas trop l'effort de distinguer les uns des autres, et c'est un vrai problème. C'est ce qu'on appelle la stratégie du bouc émissaire. Et en réalité, un bouc émissaire, il a plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'il est innocent. La deuxième, c'est qu'en général, quand on doit désigner un bouc émissaire, c'est qu'on est un peu fébrile, acculé, et que comme on sait pas expliquer un truc, hop, il faut détourner le débat. C'est quand même un peu ce qui s'est passé. Le problème, c'est que comme il est ministre de l'Intérieur, il nous a mis une cible dans le dos. Et pour des personnes qui ont peu de recul sur la situation, il y en a quand même dans ce pays, c'est nous désigner comme les responsables directs de leurs problèmes. Et donc, je prends un exemple, puisque j'ai été ensuite dans le Lot-et-Garonne poursuivi par la coordination rurale, qui sont un syndicat en gros agricole d'extrême droite, qui en mode premier degré, on dit on vient se venger de Sainte-Soline, donc on va vous mettre du lisier partout, vous mettrez pas un pied dans le Lot-et-Garonne. C'était quelques jours après, hein. C'était 2 jours après. Si vous descendez du train, on vous remet dans le train. Si vous sortez de l'autoroute, on vous remet dans l'autoroute. Donc, je dis, ok, je vais devoir venir en jet privé. J'aime pas trop ça, mais pas de problème. Et voilà, on l'a fait quand même. Et c'est cette exacerbation de la violence, lui qui est normalement là pour garantir l'ordre, un mot qu'il aime, et la cohésion de la société, il fait quand même exactement l'inverse. Le problème, c'est que ce que j'expliquais aux agriculteurs, parce que outre la coordination rurale du Lot-et-Garonne, j'ai rencontré la FNSEA, les jeunes agriculteurs. Pour faire la transition de ce pays, on va quand même devoir convaincre plus de gens que juste la Confédération paysanne Europe Écologie Les Verts. Donc pas de problème, on discute. Et je leur disais, mais vous pouvez supprimer tous les écologistes de France et même du monde. Vous aurez quand même un problème de ressources en eau, vous aurez quand même un problème de changement climatique, et votre maïs, dans une France à plus 4 degrés, nous poussera quand même pas au même endroit. Donc, je leur démontrais que leur problème dans la vie n'était pas exactement les écologistes, et que s'ils le pensaient, ils avaient le droit de le penser, mais que ça ne ferait pas avancer leur problème. Et je pense que, voilà, des ministres, normalement, ils doivent être un peu au-dessus de la mêlée, et qui sont là pour raconter la vérité, mot qui me tient à cœur, vous l'avez compris, aux gens, et pas pour faire des boucs émissaires, surtout pas quand ils sont ministres de l'Intérieur, pour en fait mettre en danger les personnes qui présentent comme des boucs émissaires. Il y a quand même des écologistes qui dans ce pays sont menacés de mort, sont intimidés. Morgane Larche, qui est journaliste sur l'agrobusiness en Bretagne, a fait l'objet de 2 tentatives d'assassinat en 2 ans. Elle n'a jamais, malgré ses demandes, fait l'objet d'une protection policière. Je constate que la bassine de Sainte-Soline avait, elle, eu 3200 forces de l'ordre pour la protéger, pas Morgane Large, après sa première tentative d'assassinat, ce qui lui en avait eu du coup une deuxième. Donc je pense que dans la vie, voilà, il y a la paille, la poutre, il y a un sens de la mesure à avoir, et que je constate que pour les agriculteurs, on a mis en place des cellules Déméter pour reconnaître que vraiment ils étaient très très menacés, et que ça leur a finalement conféré une forme de confiance ultime en eux, d'impunité, de reconnaissance que eux c'était très grave ce qu'ils vivaient et les autres moins, et ça ne les autorise pas, ni les agriculteurs, ni je sais pas qui dans ce pays, à menacer des écologistes, à saccager leurs locaux parce qu'ils ne sont pas d'accord avec leurs idées. Est-ce que paradoxalement le fait que certains militants soient taxés de terroristes, ça ne donne pas une importance
une importance de premier plan, si je puis dire, au combat écologique? Ah bah c'est sûr que ce que je dis souvent à mes collègues écolos, c'est qu'il fut un temps où on parlait quand même beaucoup moins de nous. Donc je me dis que il y a eu plusieurs phases dans l'écologie. Quand René Dumont, notre premier candidat à la présidentielle en 1974, vous avez peut-être cette image en tête, il a un pull rouge, un peu comme... Ben voilà, et il a un verre. Il n'a pas d'un ristretto, mais il a un verre d'eau. Et vous savez, c'est les clips officiels. Et en 1974, il n'y avait pas Facebook, pas les réseaux sociaux. Donc les campagnes, c'était ce clip officiel qui passait à la télé. Et donc il monte son verre d'eau en disant ceci est un verre d'eau, l'eau est précieuse et bientôt elle viendra à manquer, vous verrez. Et tout le monde se moquait de lui en disant mais merci papy, il décaroche. Je sais pas si ce mot existe en dehors du Pas-de-Calais, mais vous avez compris. Et puis de dire voilà, avec son eau, il y aura plus d'eau, n'importe quoi. Et puis 40 ans après, on y est. Donc pendant 40 ans, on l'a dit sous les risées générales. Et puis maintenant qu'on y est, les gens disent alors maintenant les écolos, alors vous faites quoi maintenant? Bah allez-y, on vous écoute, il y a plus d'eau. Alors maintenant on fait quoi? C'est assez intéressant. Ce que je peux vous dire surtout, c'est que tout cela nous fédère énormément. On a derrière moi les affiches des soulèvements de la terre, dont moi pendant quelques semaines, on me disait, mais toi, t'es membre des soulèvements de la terre? Moi, j'en sais rien, je fais 2 manifestations, on m'a jamais demandé de prendre une carte, de signer un truc, je ne sais même pas vous dire officiellement si je suis membre ou pas, voilà, je sais même pas comment ça marche, et je pense que c'est fait pour qu'on sache pas, et que c'est pas très grave, c'est pas un parti, c'est pas une association, c'est un collectif, c'est assez informel. Et le fait qu'on me dise, bah, c'est des terroristes, il faut les dissoudre, qu'est-ce qui s'est passé dans un grand élan de solidarité, et aussi parce que des partis comme le nôtre, il faut le dire, ont pris leur risque, sont pas restés dans le confort des Charentaises en disant « Ouh là là, ils ont l'air un peu dans l'œil du cyclone, on va se tenir sagement à l'écart, les laisser se débrouiller et puis on verra à la fin si ça se passe bien, on reviendra les voir. Et puis si ça se passe mal, on aura été loin des problèmes, en fait. C'est ça, il y a des gens qui, dans la vie, veulent être loin des problèmes. C'est pas le cas des écologistes, notre histoire le démontre. Et je pense qu'on a bien fait, que ça a aidé beaucoup de personnes assez institutionnelles, qui étaient pas trop dans ces luttes-là, à venir soutenir. Le fait que Valérie Masson-Delmotte, du GIEC, par exemple, soit présente à la soirée de soutien des soulèvements de la Terre, c'est quelque chose de très fort qu'a réussi Gérald Darmanin. Donc, vous voyez, on critique quand même parfois son bilan, et même souvent, on peut lui reconnaître des réussites. Il a réussi à fédérer les soulèvements de la Terre, à faire cette pétition signée même par le fondateur des Pink Floyd. Gérald Darmanin l'a fait, vous en rêviez, il l'a fait. Et puis faire en sorte que on a quand même démontré, d'ailleurs, les soulèvements de la Terre ne sont toujours pas dissous, et c'est pas juste une question de fond parce qu'ils savent pas comment s'y prendre. C'est aussi que à vos souhaits. Allergique à Gérald Darmanin, quand je dis trop de fois son nom, j'éternue. Et donc voilà, il y a un moment où je pense qu'à la fois ils sont gênés parce que on dissout pas comme ça des associations, même en France et même quand on est Gérald Darmanin, et qu'il a pas exactement les éléments pour le faire, et que surtout il a compris que ce serait pas allez on dissout, ils sont calmés, on passe à autre chose, que ça mettrait un peu le feu aux poudres, et que il y a quand même le feu à beaucoup de poudre aujourd'hui dans ce pays, notamment le combat Nord-Retraite qui continue. Donc voilà, je pense que il n'y arrivera pas, et c'est aussi grâce à la solidarité dont on a fait preuve tous ensemble et dont je suis extrêmement fière. Alors, pour préparer cette émission, j'ai demandé sur Twitter, je vais vous le lire si vous n'arrivez pas à lire. Je reconnais cette photo. Voilà. Alors, donc, il y a Chamit qui dit « Pourquoi offrir des fleurs aux flics alors qu'ils sont racistes, antisociaux, ultra-violents, etc. » C'est une question qui vous était posée. Et alors, moi, j'avais pas la ref, figurez-vous. Donc, je dis « à quoi vous faites allusion ?» Excusez-moi, Marine, je ne connaissais pas votre photo, mais il se trouve que voilà, elle s'était vantée d'offrir des fleurs à la police en mode « Faisons la paix, pas la guerre », ok. 2 jours plus tard, les mêmes envoyés... C'était des coquelicots, pas des lacrymos, le slogan. Voilà, donc on voit la photo devant, ça m'a l'air d'être à Paris, ça, non? C'est où ça? Non, Lille? C'est exactement ça. Sur votre droite, vous avez la place de la République, et cette rue, moi je suis nulle à Paris, je connais pas les noms des rues. C'est pas le Faubourg Sainte, je sais pas quoi? Faubourg du Temple. Non. Bon. Non, c'est Bastille, excusez-moi, en plus je suis vraiment très nulle. C'est Bastille sur le côté. Et donc ça doit être, c'est Faubourg Saint-Antoine, non? Faubourg Saint-Antoine, c'est le faubourg du soulèvement du petit peuple parisien. Voyons, le 14 juillet 1789, les petits artisans. Le CIC, voilà. Voilà, le CIC qui, bon bref. Alors, c'est vrai que c'est quoi ça, les coquelicots contre les lacrymos? C'est quoi votre idée? Bah, vous savez, c'était après le 49-3, donc il y a eu cet embrasement, cette brutalisation du débat politique, et tout d'un coup une montée en tension dans la rue. Il faut quand même souligner que les 9 premières manifestations s'étaient passées extrêmement bien, dans le plus grand calme, que d'ailleurs on n'arrêtait pas de dire alors Monsieur Lunez, on peut dire maintenant que lui il organise bien les manifestations. Je dis on peut aussi dire que l'intersyndicale les organise bien. Enfin c'est pas quand ça marche pas, c'est à cause de nous. Quand ça marche bien, c'est grâce au préfet
donc c'est intéressant comme vision de la vie. Peut-être que c'est grâce à tout le monde des fois, et en tout cas, on a bien vu qu'il y a eu un avant et un après 49.3, que les manifestations sont devenues très compliquées, qu'elles sont devenues dangereuses pour les forces de l'ordre et pour les manifestants, qu'ils soient, puisqu'on voit que les grenades, les lacrymos, la répression frappent assez indistinctement les gens en fait dans les manifestations. Et donc le groupe Europe Écologie Les Verts de Paris avait voulu organiser une. Vous savez, nous chez les Verts, on a une tradition de non-violence, on appelle ça la désescalade des conflits. Et donc on s'est dit. Ce sera qui votre ministre de l'Intérieur? Bah, vous verrez. C'est pas Jadot, hein. Mais vous savez qu'on va pas gagner tout. Non, parce qu'on sait bien que Jadot, il aime bien aller manifester avec les flics, mais vous prenez pas Jadot quand même. Ouais, il l'a fait une fois, on n'était pas entièrement d'accord sur le sujet. Je pense d'ailleurs que je dis jamais de mal des écologistes sur les réseaux sociaux. Je dis souvent, quand on dit du mal d'un écolo, on dit du mal de l'écologie. Donc quand tu as des trucs à dire, tu lui dis à la personne. Je crois que c'est la seule fois que j'ai dit du mal d'un des écologistes sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Mais en fait, que ce soit à la place Tiananmen, à Woodstock, les gens qui donnaient des coquelicots ou des tournesols ou ce qu'ils veulent comme fleurs à des policiers, c'était pas par amour de la police. C'était aussi un symbole que ils étaient dans une répression par les armes et que nous étions pas dans une répression par les armes, et que ça met aussi en lumière la force d'un côté et le pacifisme de l'autre. Ça montre une différence de méthode, et que nous avons nos idées à opposer, et que nous sommes très nombreux à le faire, et que de l'autre côté, ce qu'envoie Gérald Darmanin, c'est des forces de l'ordre. Voilà, point. J'ai pas fait une déclaration d'amour à ce policier en particulier, même si au demeurant il a l'air fort sympathique. Lequel? J'en sais rien, parce que lequel, excusez-moi, parce que le jour et moins la nuit, je n'en sais rien, c'était pas ça le sujet. Mais cette photo a beaucoup fait parler, et vous voyez en fait le problème comme en France, c'est quand on fait cette action des coquelicots, pas du lacrymo, il y a à la fois on se fait attaquer par des gens qui disent ah bah maintenant c'est plus des pavés que vous leur jetez dans la gueule, c'est des fleurs, quelle hypocrisie de Marine Tondelier qui soutient les casseurs, et de l'autre côté des gens qui disent comment oses-tu leur déposer une fleur, te mettre à genoux devant ces connards de flics, je sais pas quoi. Et en fait la vérité peut-être quelque part au milieu. Et évidemment moi je suis la première à le dire, y compris face aux experts police-justice de BFM sur les plateaux de télé, qu'on a un problème structurel de maintien de l'ordre dans ce pays, qui d'ailleurs ne maintient rien du tout, et que il y a aussi des problèmes de racisme, de violence policière, et que c'est pas un gros mot que de dire ça, et que je continuerai à le dire, mais que tous les policiers ne sont pas mes ennemis. D'ailleurs, les membres des forces de l'ordre sont aussi des travailleurs, et qu'il y en a certains qui font mal leur travail, qui sont dans des choses qui sont inadmissibles, pas juste parce que humainement c'est inadmissible, mais parce que quand on est force de l'ordre, on a un devoir d'exemplarité, et qu'on peut encore moins se permettre ça, sinon c'est un danger pour l'état de droit. Je continuerai à le dire, mais il y a aussi des personnes qui font ce métier pour de bonnes raisons, que c'est un travail, et quand on protège les travailleurs, on n'est pas là pour dire que tous les policiers de ce pays doivent se prendre des pavés dans la gueule. Voilà, c'est comme ça, donc je continuerai à le dire. Et je vous signale que moi je pense que c'est parce que je fais ça que je peux être à Sainte-Soline et être crédible quand je raconte ce que j'ai vu à Sainte-Soline, et que je peux aller à Sainte-Soline aussi parce que j'ai fait ça, et que je trouve que tout ça est lié, et c'est ma position, c'est l'équilibre que j'ai trouvé sur le sujet, où tout le monde n'est pas équilibré, y compris notre ministre de l'Intérieur, et voilà. Et par ailleurs, la violence sur les réseaux sociaux, vu où je milite et avec qui j'ai été formée, en tout cas en face de qui j'ai été formée, j'y suis habituée, et comme dirait l'autre, ça m'en touche une sans bouger l'autre. De qui vous parliez? Avec qui j'ai été formé? Hénin Beaumont, moi j'ai été formée à la dure, comme on dit, militer dans l'adversité, et que ça forge une forme de carapace où on peut pas faire l'unanimité. Je vais pas. Bien sûr. En fait, si on commence à être stressé à chaque fois que les gens sont pas contents d'un truc qu'on fait sur les réseaux sociaux, en fait, on finit par plus rien dire, parce que le propre de Twitter, c'est quand même qu'il y a beaucoup de gens pas contents de base, et que on fait pas l'unanimité. Et quand on est écologiste, ne pas faire l'unanimité, on est habitué, et on continue quand même. Alors tout à l'heure, entre deux interviews, si vous voulez revoir l'émission, vous lirez le chat, parce qu'il y a votre point de vue a beaucoup partagé, et c'est vraiment très intéressant de voir ce que les uns et les autres disent. Mais il y a quand même un petit message de Bodyguard. Ce sont d'abord les jeunes écolos, les moins de 30 ans chez nous, qui ont proposé l'idée des coquelicots. C'est qui c'est. et ça a été repris par les vieux. C'est-à-dire, vous faites partie des vieux maintenant, 36 ans, et voilà. Eh oui, dans ce pays, on vieillit très vite. Débrouillez-vous entre vous. Je suis de moins en moins jeune, mais que je l'ai été il y a pas hyper longtemps. Ah, comme Usul. Alors, qu'est-ce que je veux dire?
Est-ce que distribuer des fleurs à la police a été utile pour réduire les violences policières ou juste un geste inutile, voire un geste qui les accepte en voulant les intégrer à la lutte? C'était une question qui était posée. Très sincèrement, j'ai pas fait une dissertation philosophique de 6 heures sur le sujet. Les jeunes écolos et ELV Paris ont proposé cette action qu'ils avaient organisée, qui aurait lieu avec ou sans moi. J'étais à cette manif à Paris parce que je venais de faire la conférence de presse de la NUPES et que du coup j'étais dans les parages. Ils m'ont dit est-ce que tu veux venir à notre action? La réponse est oui. J'ai posé ces fleurs. J'ai pas offert des fleurs aux policiers pour qu'ils mettent un bouquet sur la table de sa cuisine. C'était une action symbolique. Des lacrymos, pas des coquelicots. Et je continue à penser que s'il y avait moins de lacrymos dans ces manifs, ça se passerait mieux. Voilà. Voilà, on a appris que... Je demande à personne ni de trouver que c'est une bonne idée, ni de faire tout ça dans toutes les manifs de France. Il se trouve que c'était notre mode d'action. Et en fait, je pense qu'il faut arrêter de penser dans ce pays qu'on a la vérité seule. Dans ce mouvement social, dans l'intersyndicale, dans les cortèges de manifestations, dans les partis politiques, on n'a pas exactement les mêmes histoires. On a beaucoup de valeurs communes, mais on n'a pas les mêmes modes d'action, on n'a pas les mêmes philosophies tout le temps. Et en fait, chacun est à son poste. Chacun est à son poste, là où il se sent à l'aise et fait avec ses armes. Et des fois, remettre une fleur, ça peut être, c'est nos armes à nous, voilà, elles sont non violentes, c'est comme ça. Vous pouvez trouver ça con, gnangnan, tout ce que vous voulez. C'est le mode d'action qu'avaient choisi les jeunes écolos et ELV Paris. Et je trouve que c'était une image intéressante de clivage. Et le fait que ça fasse parler montre justement que ça interpelle. C'est comme de l'art contemporain. Voilà, vous êtes devant le tableau, il y en a qui comprennent pas, il y en a qui comprennent, il y en a et pendant 6 heures ils vont dire mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, nanana. Et au moins ça a posé une forme de solennité dans le moment où cette image elle interpelle, elle montre bien quand même pas une confrontation justement, mais une différence d'approche du mouvement social entre d'un côté les forces de l'ordre, de l'autre côté nous avec nos fleurs, et puis voilà. C'est une action qui nous ressemble, qui ressemble pas à tout le monde dans ce mouvement social, et ça tombe bien parce que ce mouvement social il est riche de sa diversité et c'est pas un truc qu'on doit bannir, c'est un truc qui est extrêmement précieux et qu'à mon avis on doit cultiver. Donc voilà. Je me permettais de revenir sur cette photo grâce au chat et à Twitter, c'est parce que il y a quand même cette question importante qui est celle de la police, en tout cas qui nous ici nous préoccupe beaucoup, mais qui est aussi qui a traversé tout votre parti depuis le début, c'est-à-dire qu'en réalité les Verts ont toujours été un peu dans le collimateur des services de renseignement, etc. On se rappelle des grandes manifs dans les années 70 où il y a le Larzac, Crès-Malville, il y a des morts quand même. Enfin, Vital Michalon, qui est prof de physique-chimie, qui est l'un des premiers à mourir pour la cause nucléaire, justement. Et on voit maintenant l'extrême droite qui, on ne parle pas d'Hénin Beaumont tout de suite, on va y parler après si vous voulez bien, mais l'extrême droite qui vient un peu vous draguer le mouvement écolo, en tout cas la pensée écologique, la pensée environnementale. Donc, est-ce qu'il y a une vision, selon vous, de l'écologie par rapport à la police, par rapport à l'ordre prétendu, par rapport à l'extrême droite? Est-ce que on peut définir les choses de ce point de vue-là ou pas? Je vous répondrai pas la même chose selon qu'on parle de la police ou qu'on parle de l'extrême droite. C'est deux sujets. Il y a sûrement des policiers qui sont d'extrême droite et ça fait en fait partie du problème, on va se le dire. Mais, voilà, on va se le dire, c'est ça. On va se le dire, pas de problème. J'ai un collègue la fois dernière, parce que en fait, pour le coup, il y a des policiers qui sont adhérents d'Europe Écologie Les Verts, comme il y a des policiers à la CGT ou partout en fait. Et il y a un collègue la fois dernière, je ne savais pas qu'il était policier et qui me dit ouais, la fois dernière, je t'ai vu au boulot à CNews. Et je dis, mais comment ça, au boulot à CNews, tu travailles à CNews? Il me dit, non, mais dans le bureau, au travail, il y a toujours CNews. Et je dis, mais pourquoi? C'est quoi ton travail? On regarde CNews, il me dit, ah oui, je suis policier. Et je me suis dit, enfin, tu vois pas le problème dans ce que tu dis. Et il me dit, oui, c'est vrai, c'est bizarre, mais bon, tu vois, on est policier, c'est comme ça. Moi, j'ai du recul, hein. Je dis, je sais, t'es chez nous, mais c'était assez... Et il doit être malheureux, il doit être malheureux, le garçon, quand même. Il est très très chouette pour le coup, et des fois ça me rassure de dire qu'il y a aussi des gens comme ça dans la police, voilà. Et puis il peut nous raconter, et puis je me sens plus en sécurité quand c'est lui qui assure les fonctions de force de l'ordre que d'autres. Mais voilà. Et du coup la question était, parce que j'ai fait plein de blagues sur CNews et je me rappelle plus. Sur l'extrême droite, que le fait qu'il y ait des policiers d'extrême droite, c'était une partie du problème. On termine sur les policiers. Est-ce qu'il y a une vision ELV de la police? En fait, on a une commission sécurité qui travaille chez ELV. D'ailleurs, il t'avait invité, t'étais venu aux journées d'été, je crois que c'était à... Ah, on se tutoie maintenant. Absolument. Parce que dès qu'on parle des journées d'été, hop, c'est... Ah, ça y est, c'est open bar. C'est moi qui les organisais, je me rappelle que absolument. C'est la première projection publique d'un pays qui se tient sage. Exactement.
C'était chez vous, absolument. On y tenait beaucoup. Il y avait Sabrina Sebaï qui, alors c'est pas ma valeur ajoutée les questions sécuritaires, mais c'est le Forum français de la sécurité, c'est ça, auquel elle. Oui, Il y a un truc comme ça. Ouais. Il y a Pierre Urmic qui est maire à Bordeaux, je crois, qui est vice-président de ce forum. On a un adjoint aussi à la sécurité à Lyon. Et en réalité, voilà, on a toujours une commission à sécurité qui mène un travail pas juste d'alerte ou de tweet quand ça se passe mal, mais un travail doctrinal sur le sujet. Ça, c'est hyper important. Parce que en réalité, on peut pas juste dire tous les flics c'est des connards, les manifestations faut nous laisser faire ce qu'on veut. Enfin voilà, il y a un vrai sujet, et notamment quand vous vous retrouvez en fonction de maire, vous avez toute la journée dans votre bureau des administrés qui veulent plus de sécurité, il y a quand même dans ce pays des gens qui vivent des choses compliquées, donc il faut s'occuper. Donc c'est très facile. Comme j'ai pu être amenée aussi à le faire parfois, à être dans la rue en disant oui, c'est un scandale, machin truc, mais quand vous vous retrouvez en fonction, vous devez gérer une ville, et ça fait partie des sujets. Donc oui, il y a un gros travail doctrinal sur le sujet qui, je pense, est lucide sur le sujet, à la fois sur le fait que on peut pas juste dire qu'il n'y a pas besoin de sécurité et qu'on s'en fout et qu'il n'y a pas de propriété privée et que tout ça, on s'en fout, mais qu'on peut aussi avoir beaucoup de recul sur ce qui dysfonctionne dans la police et le dire, y compris, je pense que quand c'est des élus qui le disent, ça a parfois plus de force parce que ça s'invite dans le débat public, et voilà, je trouve qu'on essaye de caricaturer le débat en disant il y a ceux qui détestent la police, ils veulent cramer des flics et tout ça, et puis après il y a Gérald Darmanin qui lui est sympa, enfin il y a des gens au milieu, et pour convaincre l'opinion publique, parce qu'en fait c'est une bataille culturelle. Tout est une bataille culturelle. L'écologie, c'est une bataille culturelle, mais ce qu'on essaye de démontrer qui ne fonctionne pas dans ce pays, dans le maintien de l'ordre, qui n'a de maintien de l'ordre que le nom, en fait, c'est une bataille culturelle. Et quand vous avez des avocats, des associations centenaires comme la LDH, des partis politiques, on va dire institutionnels, qui gèrent des villes en France, etc., qui le disent, ça donne aussi du poids à ça. Moi, j'étais assez stupéfaite dans ces manifs retraites. Il y a un soir où j'étais à BFM, je crois que c'était l'avant-dernière manif, et même Dominique Rizet, l'expert police-justice de BFM, avec qui j'avais parfois eu des débats un peu houleux, on assistait à une NAS en direct à l'écran, il disait non mais là ils font n'importe quoi, c'est interdit, ça devrait même pas exister. Et je me dis, dans ma tête je me suis dit mais la bataille culturelle elle progresse. Parce que même l'expert police-justice de BFM qui trouve toujours des circonstances atténuantes à tout, et qui par ailleurs dont la source quasi exclusive d'informations et les services communication de la préfecture de Paris et des forces de l'ordre même lui, là, il reconnaît qu'il y a un problème. Donc, je pense que on est là aussi pour mener cette bataille culturelle, et qu'on le fait bien. On est là pour dénoncer quand il y a des atteintes aux droits fondamentaux. Et moi, notamment dans cette émission, j'expliquais quand même que dans les premières arrestations, lesquelles plusieurs dizaines, même je crois que c'était 300 arrestations le soir du 49-3, je crois que c'est 80% des personnes qui ont été relâchées comme ça sans qu'aucune charge ne soit retenue. Et c'était pas des classements sans suite faute de preuves. C'était des classements sans suite, c'est 11 ou 21 là, pour absence de charge. C'est-à-dire qu'ils ont été relâchés sans même savoir, et ils sauront jamais pourquoi ils ont été en garde à vue. Donc il y a eu un truc d'arbitraire, le pouvoir en fait a paniqué, et comme ils avaient plus d'arguments, ils sont passés à la répression. Il fallait intimider, il fallait pas que le mouvement prenne chez les jeunes, voilà. Et là j'étais encore sur les réseaux sociaux avec le papa je sais pas si vous avez vu, à Nantes il y a une jeune fille qui a reçu un éclat de grenade dans l'œil, et son papa qui lançait un SOS en disant est-ce que quelqu'un a vu ce qui s'est passé, parce qu'elle peut perdre son œil, et je veux savoir ce qui s'est passé, on n'en restera pas là. Et je discutais avec ce papa en message privé en demandant des nouvelles, et il me disait voilà, ma fille elle a 17 ans, elle commençait juste à manifester dans sa vie, elle avait participé à bloquer son lycée, mais sur un raisonnement de fond sur la réforme, et ils disent ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils viennent d'en faire une guerrière. En réalité, ils sont en train de contribuer à radicaliser, et moi je refuse de juste placer ça sur un débat est-ce qu'on aime ou pas la police. En fait, c'est pas ça le sujet. C'est est-ce que le maintien de l'ordre maintient vraiment l'ordre, et est-ce qu'on peut manifester en étant sans ayant à craindre pour sa vie dans ce pays. Est-ce que les parents doivent déconseiller à leurs enfants d'aller manifester à l'avenir et s'inquiéter pour eux toute l'après-midi? C'est ça le sujet. Voilà. Jean Macquart nous dit « J'ai l'impression les flics, induisent plus d'insécurité que de sécurité. » D'autres disent « Mais on dirait qu'elle n'a pas de connaissance du définancement de la police, etc. » Alors évidemment, on peut pas faire une heure sur la question de la police. Je fasse une thèse sur le sujet, mais je reviendrai. Ah, bien. Non, je me permettais de vous poser cette question parce que c'était pas clair au moment des présidentielles. Le positionnement de ELV, enfin de Yannick Jadot, sur la police était plus de droite que de gauche quand même. Ouais. Bah ouais. Moi, en plus, je vais vous le dire, je suis pas.
je suis pas jadotiste, je sais même pas si ça existe d'être jadotiste, mais c'est... Bon, ça sert pas à grand chose en tout cas. Non, mais à la primaire, j'avais soutenu Éric Piolle, qui est maire de Grenoble. Il se trouve que, pour le coup, je suis quelqu'un de loyal à mon parti, et plus qu'à mon parti, à mes idées. Je suis loyal à l'écologie. Et donc, une fois qu'il y a eu la primaire écolo, j'étais à la direction d'Europe Écologie Les Verts. On m'a proposé d'être sa porte-parole, de ce que j'ai fait le plus loyalement possible toute la campagne. Et on voit bien à ce moment-là qu'on avait un problème d'image et qui était... moi, je vais pas dire que c'est à cause des gens qui n'ont pas compris notre message. En fait, quand on fait de la politique, si les gens ils comprennent pas ce qu'on fait ou ce qu'on dit, c'est que le problème, c'est nous. On va pas changer les gens, en fait. Donc, on se change nous. Il se trouve que depuis que je suis secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, j'ai l'impression qu'il y a des procès qu'on nous faisait les semaines d'avant et que je n'entends plus. Notamment, il faut se rappeler qu'il y a 6 mois, on nous disait qu'on était coupé des luttes, que on était plus dans la radicalité, que les luttes écolo, elles se passaient sans nous parce que c'était des jeunes qui avaient pris le relais d'autres méthode et que nous on comprenait rien à ça. Et moi je trouvais ça hyper injuste. Je suis venue à ce mouvement, je vais vous dire, j'ai adhéré en 2009 parce qu'il y avait José Bové aux Européennes et que j'avais trouvé ça hyper classe quand il avait démonté un McDonald's. Et je suis venue pour ça. Quand je suis arrivée chez les Verts, je militais avec Dominique Planck dans le Nord-Pas-de-Calais, qui avait fauché des OGM, et on buvait pendant des années. La seule bière que je buvais, c'est la bière des faucheurs, parce que c'était la bière qui avait été brassée par la Confédération paysanne pour payer les amendes et les procédures des copains qui étaient en garde à vue. On appelle boire utile. Enfin, en fait, la désobéissance, on est né dedans. Moi, je suis dans la non-violence, mais dans la désobéissance, je ne confonds pas légalité et légitimité. Enfin, il y a pas de problème là-dessus. Et donc, je pense que là, 6 mois plus tard, après tout ce qui s'est passé dans les manifs retraites à Sainte-Soline, et pas que, on a beaucoup parlé de Sainte-Soline le 24, mais c'était le moment médiatique. Mais en fait, des copains qui prennent des risques juridiques, qui sont élus dans des endroits où c'est pas simple, genre les copains qui sont dans le Lot-et-Garonne, pas juste 48 heures comme j'ai fait, mais toute leur vie, qui sont menacés de mort chaque jour par des mecs qui leur expliquent qu'ils vont finir au fond du lac de Caussade. C'est le lac illégal, la retenue d'eau illégale qu'ils ont creusé là-bas, la coordination rurale. Enfin voilà, c'est pas un truc de planqué, en fait, d'être écolo. Donc je pense que là, les gens, peut-être qu'on le donnait pas assez à voir, et que l'incarnation qu'on s'était choisie à la présidentielle reflétait pas ça. Mais la réalité, c'est que même Yannick Jadot, malgré tout ce que certains peuvent penser de lui, il a pris ses risques. Quand il était à Greenpeace, il était sur écoute du fait de ses travaux sur EDF. Il a fait des actions qui étaient de la désobéissance civile, des gardes à vue, il en a fait, des prises de risques juridiques, il en a fait, et c'était pas pour la gloriole, pour je sais pas quoi. C'était un moment où personne le connaissait, et il faisait pour la cause. Donc en réalité, on est quand même nombreux. C'est peut-être que l'erreur de la présidentielle est d'avoir voulu se dire que pour être accepté dans le jeu de la Ve République, pour que les gens nous fassent confiance, il fallait qu'on gomme tout ça et qu'on ait l'air d'un gendre idéal, bien sous tout rapport. Je pense que c'est ça l'erreur. Et en plus, c'est pas ça qu'on est vraiment. Donc je pense que c'était raté parce que le message n'est pas arrivé, et que c'était raté parce que c'est pas vraiment qui nous sommes. Et puis voilà, on continue. Il y a pas de problème, mais reconnaître ses erreurs pour avancer, c'est souvent mon début. Alors, on va venir à Hénin-Beaumont, puis après on viendra à l'extrême droite. Je veux dire à l'extrême droite et l'écologie. Hénin-Beaumont, c'est chez les terroristes intellectuels. C'est là où je me sens mieux. C'est quoi votre travail au quotidien? Vous êtes toujours élu d'opposition à Hénin-Beaumont? Comment ça se passe? Alors moi, depuis, en fait, pendant 5 ans, j'étais déléguée générale d'une fédération d'associations écolo sur la qualité de l'air, pour ceux qui connaissent. Et donc ça, j'ai fait ça à plein temps jusque décembre, tout en étant élue. Donc j'étais élue d'opposition à Hénin-Beaumont, et puis j'étais depuis juin conseillère régionale des Hauts-de-France, également dans l'opposition, car vous constaterez que j'habite un territoire qui est un petit peu difficile et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc ça, mes activités militantes, c'était ça. Et puis j'étais à la direction d'Europe Écologie Les Verts, et notamment j'organisais les journées d'été, dont les fantastiques journées d'été de Toulouse et l'avant-première du documentaire. Mais quand j'ai été élue secrétaire nationale, j'ai évidemment arrêté de travailler aussi parce que c'est des associations qui sont agréées par l'État. Pour le coup, il y avait un truc, c'était pas possible. Il y a des trucs qui sont pas compatibles. Et puis de toute façon, en termes de temps, j'estime qu'être secrétaire nationale d'un parti, c'est un boulot à plein temps. Je ne sais pas comment font mes collègues qui sont parlementaires en même temps. Très sincèrement, je sais pas comment ils font. C'est vraiment un travail à plein temps, parce qu'aussi quand on est peut-être que je travaille comme une meuf, et donc je prépare tous mes trucs comme mon oral du bac français à chaque fois, et rien que faire les médias, préparer sur un tas de sujets qui changent à chaque fois, être présente sur le terrain, répondre aux sollicitations des militants, parce que je pense que le score qu'on a fait au Congrès, c'est aussi parce que tout le monde me connaît, que depuis des années j'organise des journées d'été, que je connais
toutes les forces vives de ce mouvement, que j'ai beaucoup fait le tour de France sur mes vacances et mes week-ends pour aller aider toutes les luttes de ce pays où chacun dit non mais moi j'ai le plus gros entrepôt Amazon. Non mais non, c'est le plus gros entrepôt Amazon, il est chez moi, il faut aussi que tu viennes chez moi. Et en fait, il y a des plus gros entrepôts partout. Et en fait, c'est hyper riche ce travail. Donc il se trouve que j'ai choisi d'y consacrer ma vie. Et donc oui, je suis secrétaire nationale dans ce bureau. Je vous confie que je suis pas souvent dans ce bureau en fait, parce que l'essentiel de mon travail se passe à l'extérieur, et c'est tant mieux. Et que du coup le travail sur l'ordi et tout, ça se passe souvent dans des trains ou dans un café entre deux rendez-vous. Et puis je continue à habiter à Hénin-Beaumont, hein, où c'est pas, il y a des gens qui disent parfois c'est courageux d'avoir choisi d'aller militer là-bas. Je précise que je suis née là, que mes 4 grands-parents, j'ai de la chance, qui sont encore en vie, sont tous les 4 d'Hénin-Beaumont, enfin particulièrement 2 de Beaumont-en-Artois, qui était rural, et 2 de Hénin-Liétard, qui était la ville minière. Et puis à la fermeture des mines, les 2 villes ont fusionné. Donc je suis un peu métisse, j'ai les 2 côtés de la ville. Et on a fait des recherches généalogiques. Quelqu'un les a fait pour nous, nous a envoyé ça dans l'histoire de votre famille. Et en 1730, ils étaient déjà là. Donc voilà, il se trouve que c'est là que j'ai grandi, et c'est qui je suis, ce territoire. Donc je me sens souvent assez mal à l'aise à Paris. J'ai quand même confondu tout à l'heure Bastille et République. Donc vous voyez qu'on est mal barré. Le quartier de la Gare du Nord, je maîtrise vachement mieux. Et voilà, c'est ça mon quotidien, le TGV. Et alors Hénin-Beaumont sous le joug de l'extrême droite, c'est comment, c'est quoi? Bah c'était ça a changé depuis 1730. Bizarre, au début. Moi je me rappelle de ce jour de 2014. Il faut savoir qu'on a perdu en 2014 au premier tour. Alors pour ceux qui connaissent pas l'histoire de la ville, c'était une ville minière, les mines ont fermé, des industrialisations derrière. Moi, ce qui m'a touchée, ce qui fait que j'ai adhéré chez les Verts, c'est que c'est l'endroit de ce pays où à part l'outre-mer, on a l'espérance de vie la plus faible. C'est-à-dire que quand vous naissez à Hénin-Beaumont, de base, vous avez 5 ans de moins d'espérance de vie qu'un Parisien. Donc c'est l'une des injustices les plus graves possibles. Et s'y rajoute évidemment la précarité, le chômage, voilà. Mais il y a aussi des trucs super bien comme le RC Lens, parce que je regardais ce match hier et vous savez que nous sommes en passe de passer devant Marseille et peut-être d'aller défier le Qatar Saint-Germain avant la fin de la Ligue 1. Le foot aussi, c'est sympa. Mais voilà, il y a le foot, il y a la solidarité, il y a les frites, il y a tout ça, il y a plein d'ambiance, mais c'est quand même un territoire qui est un peu difficile. Et il se trouve qu'en plus à Hénin-Beaumont, on avait un maire, un champion du monde, puisqu'il avait 18 chefs d'inculpation, corruption, la totale. Et que moi à l'époque j'étais étudiante en sciences politiques à Lille. Et je me rappelle de ces allers-retours en train, et tout le monde disait, mais toi, t'es d'Hénin-Beaumont, c'est là où on a vu dans la voie. Vous savez, il y avait la voie du Nord gratuite à l'entrée de Sciences Po Lille, et les gens qui étaient à Sciences Po Lille, il y avait très peu de gens du Nord, évidemment, et ils disaient tous, c'est quoi cette ville là? Mais Hénin-Beaumont, c'est la ville là qui est en une de la voie du Nord, où le maire, oui, c'est ça, exactement. Et voilà, moi je dis souvent que le Rassemblement National, c'est un parti vautour qui, en fait, il laisse faire le pourrissement. En fait, il laisse les autres se planter et mourir d'eux-mêmes ou s'entre-déchirer entre eux, ce qui est en train de se passer avec le mouvement retraite. Et puis eux, ils sont là, ils attendent le bon moment, puis ils se jettent sur la carcasse quand tout le travail est fait pour... en fait, c'est un animal opportuniste, comme on dit des vautours et d'autres carnassiers et charognards. Mais voilà, donc cette ville, elle était détruite par la corruption politique qui venait du paternalisme des mines, qui se transforme en clientélisme politique, et puis ça se termine rarement bien. Et donc de 2009 à 2014, il y a eu un peu un intérim, on était sous tutelle quasiment de la préfecture, les impôts ont monté de 85%, le maire était en prison, enfin c'était terrible. Et l'équipe qui a fait cet intérim, c'était une équipe un peu citoyenne, centre-droit, qui se retrouvait là. Ils n'avaient pas forcément prévu de faire ça. Il y avait une municipale partielle et ils ont fait tout le travail ingrat. Ils ont nettoyé les écuries d'Augias. Donc il y avait plus de papier dans les imprimantes. Il y avait 50 jardiniers, mais une camionnette. et en fait, les impôts augmentaient et puis on pouvait rien dépenser. Donc c'était horrible, quoi. Voilà. Et puis en 2014, la Chambre régionale des comptes dit ça va mieux la situation, n'importe quel maire qui gagne pourra baisser les impôts, pourra redépenser tout ça. Et voilà, quand vous faites 4 ans comme ça de sang, de sueur et de larmes, il se trouve que c'est le Rassemblement National qui gagne. Et ce soir, où on perd au premier tour à 35 voix près, il y a ce truc où on se dit comment ça va être demain matin. Et moi je me rappelle le lendemain matin d'aller acheter ma baguette en disant ça va être hyper bizarre. Il va y avoir un truc de chape de plomb, et en fait, ce qui était le pire du pire, c'est qu'en fait, tout était normal. Et que nous, ça nous stressait parce qu'on est militants politiques, parce qu'on savait tout ce que ça impliquait, que c'était pas juste Hénin-Beaumont, mais que ce serait bientôt des villes autour, une menace pour la région, une menace pour le pays.
Et peut-être qu'on réfléchissait beaucoup trop par rapport à d'autres qui étaient juste là pour acheter leur pain et qui parlaient comme d'habitude de leur petite fille et demandaient des nouvelles de l'autre et la maîtresse d'un tel qui est malade. Et la vie continuait en fait pour plein de gens. J'avais lu la nouvelle Matin Brun qui m'a beaucoup touchée, qui raconte justement comment on tombe petit à petit dans le fascisme et que le pire en fait c'est cette normalité quelque part des choses, le silence des pantoufles, le confort de tout le monde, les gens payent leurs impôts, ils disent bah voilà, lui il a fait les concerts gratuits de Jennifer, mon trottoir est bien propre, quel est le problème, madame? Et donc ça a été très dur et il se trouve que je l'ai raconté dans un livre qui s'appelle Nouvelles du Front, je sais pas s'il est encore disponible d'ailleurs, parce qu'il y a plein de gens qui m'écrivent pour me le demander, donc je pense qu'il doit plus l'être trop, mais j'ai fait le choix. Les liens qui libèrent en 2017. C'est ça, les liens qui libèrent, et de raconter c'est hyper professionnel cette émission. Ah non mais attendez, c'est punk rock, mais c'est... Allez, tout est prêt. L'idée, c'était de raconter, parce qu'il y a plein de gens qui disaient mais c'est quoi de vivre dans une ville RN, et il y a des choses qui sont très dures, notamment quand vous êtes opposant politique, mais en fait il y a des choses qui sont très déstabilisantes parce qu'elles sont juste normales en fait, et c'est ça qui est dur. Donc dans ce livre, je raconte à la fois ce que c'est que la vie des employés municipaux de cette mairie où il y a eu beaucoup de harcèlement, etc. Ce livre a au moins contribué à ce que, une fois que c'est... Vous avez gagné votre procès par ailleurs. Calme, hein. Ah, j'étais en procès et j'ai gagné tous mes procès. Ils ont attaqué 18 passages du livre, ça fait partie des stratégies d'intimidation, et notamment quand j'avais lu leur mémoire là pour leurs écritures pour le procès, Bruno Bild, vous connaissez, qui est député maintenant à Liévin, qui était adjoint à la sécurité d'ailleurs à Hénin-Beaumont à l'époque, et qui disait oui, à un moment elle dit que je fais la police des opinions en mairie, donc il attaquait ce passage il fait la police des opinions en disant que c'est diffamatoire, sachant que les 3 pages d'avant racontaient pourquoi je disais ça. Notamment il dit à une employée à un moment, vous êtes pas fiché S, vous êtes fiché G comme gauchiste. Bon, il attaque pas ça, mais il attaque la conclusion, et il disait je l'attaque parce que quand elle dit que je fais la police des opinions, elle me compare à un taliban. Et je dis bah non, mais ça montre tu projettes sur les autres tes propres turpitudes quand même, parce que je vois pas, bref, mais c'était assez édifiant. Et en fait j'avais fait venir à la barre des employés municipaux qui ont raconté, de toute façon quand j'ai sorti ce livre je savais comment ça se terminerait, et tous les gens que je citais, je leur avais fait remplir des attestations pour le tribunal avant même l'apparition du livre. Je savais exactement comment ça se terminerait. Et donc, du coup, les juges voyaient que j'avais quand même fait un travail journalistique et sérieux. Et le Rassemblement national fournissait des notes. Genre, il y avait une note secrète du DGS au maire qui montrait qu'un tel qui parlait dans mon livre, qui était adhérent, qui était de chez eux, hein, et c'était quelqu'un d'extrême droite qu'ils avaient trouvé à Assas ou je sais plus quoi, qui était devenu responsable juridique en mairie, puis qui a fini par partir très fâché avec eux parce qu'on lui faisait faire des choses pas normales, en fait. Et il y avait une note secrète qui montrait qu'il avait été vu dans je ne sais plus quel bar en train de boire des bières avec la CGT. Et donc, il disait, voyez, c'est pas un mec fiable. La preuve, il y avait des notes secrètes à son sujet avant que Marine Tondelier écrive son livre. Et donc, je dis, ce que vous me dites, c'est que vous fliquez pas les gens. Et la preuve, c'est qu'il est pas fiable parce que vous avez une note secrète du DGS au maire. J'ai jamais vu aucun maire faire ça, qui dénonce qu'il a bu des bières avec la CGT. Donc, en fait, quand je vous parle d'un système de surveillance généralisée, de pression extrême, que vous mélangez tout l'opinion politique des gens et le travail qu'ils peuvent faire en mairie, enfin, votre note, c'est CQFD, et toute la défense que vous avez depuis 3 heures démontre tout ce que je dis dans le livre, quoi. Et même, en fait, j'ai encore plus peur maintenant que j'ai fait le procès qu'au moment où j'enquêtais. Donc voilà, ces gens sont égales à eux-mêmes. Après, ce qui est compliqué avec mon maire, c'est marrant de dire le mot compliqué, mais en fait, il fait tout pour être le gendre idéal et pour avoir l'air le plus normal possible, et que tout ce qu'ils ont essayé de faire sur la LDH, vous savez, ils avaient pris le local de la LDH, c'est pas Darmanin le précurseur, sauf qu'avant il y avait que le Rassemblement national qui le faisait. Ils ont fait ma commune sans migrants en disant qu'ils couperaient les vivres à toutes les associations qui aidaient des migrants de plus ou de loin. Enfin, ils ont vraiment fait des trucs de fachos d'extrême droite, y compris s'en prendre personnellement et familialement à leurs opposants politiques, hein. Mais en fait, à chaque fois qu'on me dénonce, du coup, en fait, ils sont coincés, ça les dessert, donc ils finissent par se normaliser aussi sous la pression de nos critiques, et parce qu'ils ont envie d'être réélus le plus massivement possible. Et tout ça lui a coûté sa place quand même, il faut le dire, à la direction du Rassemblement national, puisque mon maire, Steve Réois, a été éjecté au dernier congrès par Jordan Bardella de la direction. Donc maintenant, il vous donne des infos. Mais vous voyez, je suis quelqu'un de très empathique, et là où je m'en suis aperçue, c'est quand j'ai vu les images de lui, les larmes aux yeux en sortant de ce congrès, qui disait à la presse, mais vous comprenez pas ce qu'ils font un virage d'extrême droite, vous voyez pas qu'ils ont mis la direction, et moi ils me jettent comme ça, ils ont mis des gens très dangereux à la direction, bah oui, c'est un parti d'extrême droite, Steve, on n'arrêtait pas de te le dire, et voilà, et ce qui est vraiment, ce qui m'a saisi, où je me suis dit, tous ils sont quand même assez siphonnés, c'est Bardella qui, dans une interview au Figaro, ou 2-3 mois après, on lui demande mais pourquoi vous avez fait ça, c'est d'une extrême violence, etc. Et il dit non, mais moi je vois comment il se comporte au conseil municipal d'Hénin-Beaumont, et j'ai pas envie qu'il me traite comme il traite Marine Tondelier. Et en fait, il y avait un truc
la violence de leur traitement au conseil municipal. Moi, je me suis souvent dit, en fait, s'ils sont comme ça avec moi, ils sont comme ça dans leur parti. Bill, je l'appelais Max la menace, et c'est un peu ça, quoi. Il menace tout le monde, tout le temps. On a quand même ces anciens collaborateurs parlementaires qui viennent nous dire, on sait des trucs qu'on peut pas vous dire, on a peur pour notre vie. C'est quand même un monde hallucinant. Et la réalité, c'est qu'ils ont fini par fatiguer. Moi, ils me fatiguent pas parce qu'on a une petite résilience, une petite formation écolo, mais ils ont fini par même fatiguer les gens de leur propre parti. Donc voilà. Ils étaient plus assez d'extrême droite pour eux, mais tout aussi pénible. Donc ça s'est mal terminé. Ce que vous racontez là, vous n'avez jamais le temps de le raconter vraiment dans les grands médias. Et donc cette idée d'accoutumance à la fois de vautours qui attendent leur heure, l'accoutumance ou l'habitude, comme en Italie aujourd'hui, le fait de porter beau, de faire le gendre idéal, comme à l'Assemblée nationale. Est-ce que en fait, ce que vous venez de nous raconter à l'échelle d'Hénin-Beaumont, c'est en train d'arriver à l'échelle du pays? Est-ce que c'est ça? Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent pas on est normaux. Ils disent on fait une stratégie de dédiabolisation. Moi, ça me fait rire parce que c'est une stratégie de dédiabolisation. Et on voit bien que Marine Le Pen, si elle veut gagner le pays, c'est pas pour élever des chats, en fait. Ça paraît assez manifeste, tout comme Steve Riwa, le gendre idéal, dans ses premiers écrits militants et dans les premières interviews de lui, il raconte quand même qu'il a adhéré au Front National à 15 ans, et c'était pas le Rassemblement National de Marine Le Pen. Il a adhéré à 15 ans au parti de Jean-Marie Le Pen, parce qu'il y avait trop d'Arabes dans ma classe. Bon, bah voilà, c'est pas pareil que d'aller à la politique pour le démontage de McDo, c'est sûr. Exactement. Moi, quand je vois des jeunes, quand je vois des jeunes aujourd'hui ou des femmes ou des gens qui sont dans la précarité qui disent, moi, je trouve que Marine Le Pen, c'est elle qui me défendra, puis en plus, elle élève des chats, je trouve ça sympa, puis elle a l'air gentille. C'est pas la même chose que ceux qui ont adhéré à 15 ans au parti de Jean-Marie Le Pen. Et pour le coup, ça l'illustre assez bien, et puis surtout ce que ça illustre, c'est la force du populisme. Et c'est sûr que c'est intéressant quand vous avez dit vous n'avez pas souvent le temps d'expliquer ça dans les médias traditionnels. C'est vrai en fait. Et on voit que eux, ils ont une simplicité de message, c'est propre du populisme qui se dit, qui se s'énonce clairement, rapidement, quitte à dire n'importe quoi, et qui est fait pour satisfaire qu'ils ont en face. Et puisque j'ai vu que vous étiez sensible aux comparaison animalière, ce que je suis en tant qu'écologiste, je vous ai fait le parti vautour, mais c'est aussi... Oui, mais alors là, on vous a engueulé dans le chat, en disant non, mais attends, les vautours sont utiles, c'est pas une bonne référence. On appelle ça quand même un animal opportuniste. Non, mais je suis d'accord que les vautours sont beaucoup plus sympas que Marine Le Pen. Et donc, je vais vous faire un autre animal qui est beaucoup plus sympa que Marine Le Pen, c'est les caméléons. En fait, ils ont cette force. Moi, quand ils ont gagné en 2014, ils faisaient un calendrier, ils avaient en janvier, donc les élections sont au printemps, et en janvier, dans toutes les boîtes aux lettres de la ville, Steve Riwa, candidat à la mairie avec le soutien de Marine Le Pen, fait un calendrier. Vous savez, c'est les trucs en carton que vous avez tous les jours de l'année, et donc les gens sont contents. Oui, on voit ce que c'est un calendrier à Paris aussi. Ils donnaient un truc gratuit aux gens de clientélisme, quoi. Donc ils ont un petit calendrier Steve Riwa, et la citation au dos, c'était Jean Jaurès. Il mettait une citation de Jean Jaurès, et il passe toute sa campagne à expliquer que le vrai héritier de Jean Jaurès aujourd'hui, c'est lui, que si Jean Jaurès était vivant, il voterait pour lui, que les socialistes au gouvernement, il avait pas tort là-dessus, sont en train de dévoyer le socialisme et de mentir à leurs électeurs, et pour le coup, Jean Jaurès aurait honte, et que du coup, si Jean Jaurès était là aujourd'hui, c'est lui le vrai héritier. D'ailleurs, le jour où il gagne le municipal, l'une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il va chercher dans un placard, dans les toiles d'araignée, il met en scène ce truc, un vieux buste de Jean Jaurès qui était planqué dans un sous-sol de la mairie, et il le nettoie et il le fait trôner au centre du hall de la mairie d'Hénin-Beaumont en disant, vous voyez, même la gauche, ils avaient planqué Jean Jaurès, et moi, je me considère comme son héritier. Il met le buste de Jean Jaurès dans son bureau, il fait visiter à toute la presse pendant des mois et des mois ce buste de Jean Jaurès. Ça, c'était quand ses ennemis étaient socialistes. Et donc, il fallait être plus socialiste que les socialistes sur une terre minière qu'il n'aurait jamais gagnée en faisant l'argumentaire de Rachid à Fréjus. Et puis, il se trouve que moi, j'étais là assez présente et assez vénère. Et donc, son opposante devient écologiste, et mon maire, petit à petit, devient Greta Thunberg. C'était génial. C'est-à-dire que les premiers trucs, ils disaient, mais vous, les Khmer verts, nanana, sur Linky, vous êtes complotistes. Sauf que quand toute la population se mettrait à être contre Linky, parce qu'on a fait des réunions publiques sur le sujet, il organise lui-même une réunion contre Linky pour dire exactement la même chose que nous, sauf qu'il dit, eux, ils sont d'extrême gauche, ils font des réunions avec Michel Rivasi qui est d'extrême gauche. Moi, je vais faire une réunion apolitique sur Linky.
Donc Michel Rivasi, qui est écologiste, c'est l'extrême gauche, et lui, qui est Rassemblement National, c'est apolitique. Enfin, c'était génial. Et il se met petit à petit à développer son concept de ville-jardin. Alors l'écologie, pour lui, c'est essentiellement planter des fleurs, hein, rassurez-vous. Mais vous voyez, son slogan des municipales, c'était plus Jean Jaurès, c'était Hénin-Beaumont, une ville-jardin. Sachant que j'avais gagné des procès contre lui parce qu'il abattait des arbres et tout ça, mais il voyait que ça lui coûtait politiquement, et tac, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, bah, en fait, la petite Tondelier, ces conneries, là, c'est en train de planter sur les arbres. Les gens disent, bah oui, pourquoi il a battu des arbres? Donc maintenant, je suis la ville-jardin et je vais en planter 5000. Et il y a un truc comme ça de parti caméléon, et aussi de boule à facettes, parce qu'en réalité, comme un caméléon s'adapte à la couleur locale et que la couleur locale n'est pas la même partout en France, en fait, un maire comme Rachline à Fréjus se bat en justice contre la construction de la mosquée en vraiment ayant des propos très clairs contre la communauté musulmane de sa ville, parce que c'est ce qui est demandé par ses électeurs, sauf qu'à Hénin-Beaumont, où 60 nationalités travaillaient ensemble au fond de la mine, c'est pas pareil. Et donc à Hénin-Beaumont, le lendemain de Charlie Hebdo, il va à la mosquée dire je voulais voir si tout allait bien pour vous, parce que j'ai peur que voilà, vous soyez victime de tensions. Et il fait le jour où il y avait des hommages nationaux un peu partout dans le pays, il fait je suis Charlie avec l'imam sur les marches de la mairie. Et donc, vous voyez bien, il y a ce truc de caméléon. Je prends la couleur locale, je fais exactement ce que les gens attendent de moi dans ma ville. Mais quand on doit gouverner un pays au niveau national, c'est quand même, ils pourront pas faire les deux en même temps, en réalité. Donc, il y a ce truc. Et j'ai fait un débat, c'est ce soir, vous savez, cette émission sur France. Oui, alors d'ailleurs, le chat est en train de dire que vous ressortez des éléments de langage de c'est ce soir. C'est pas bien. C'est ça. Ben oui, parce que. Ah ouais, mais c'est pas bien. Bah, enfin, c'est pas le truc. Moi, je suis pour l'économie circulaire. Hein, je fais pas des éléments de langage jetables dont je l'ai dit une fois, j'ai plus le droit de les dire. C'est la vérité. Je l'ai même écrit dans mon livre, donc il faudrait le relire une troisième fois. Mais en réalité, il y a cette dame du Rassemblement National qui parlait, là, Edwige Diaz. Et puis il y avait, vous savez, ce soir, il y a des intellectuels. Il y avait Monsieur Garrigue, l'historien. Il y avait un essayiste. Et puis ils disaient tous, il faut noter l'extrême plasticité du discours du Rassemblement National. Et ce mot plasticité revient tout le temps. Et à un moment, je dis, quand vous dites plasticité, est-ce que vous voulez dire c'est qu'ils disent tout et son contraire selon qui ils ont en face, et qu'ils changent tout le temps d'avis, en fait, parce qu'on va se dire très. Mais c'était intéressant, ce mot plasticité. C'était un peu la manière très diplomate de dire qu'en fait ils disent que les gens ont envie d'entendre, et que quand les gens ont envie d'entendre autre chose, hop, ils changent de ligne. Parce que Edwige Diaz, elle qui a parlé d'ailleurs bien peu des travailleurs en ce jour du 1er mai sur le plateau, elle finissait par dire oui, le travail sur la retraite, on est extrêmement clair. J'ai fait, vous êtes clair aujourd'hui, mais excusez-moi, quand on reprend vos programmes des 20 dernières années, c'est assez fluctuant, et je ne sais pas ce que vous direz les 20 prochaines. Et c'est pareil sur plein de sujets, sur les secrets des affaires où votez contre parce que tous leurs potes planquaient du fric un peu partout dans le monde. En fait, elle se veut populaire aujourd'hui dans ses discours parce que c'est là qu'on les voit aller chercher, mais leurs programmes qu'ils sont, c'est loin d'être populaire, et les intérêts qu'ils servent ne sont pas les intérêts du peuple. Je pense que chacun l'a bien compris, mais ça fera sans doute l'objet d'une autre émission, parce qu'on ne va pas faire toute leur œuvre aujourd'hui. Alors voilà, c'est ça, c'est-à-dire que là, j'imagine que votre collaborateur François est en train de vous regarder en disant normalement c'est fini là, c'est ça? Oui, mais il sait que je suis pour la désobéissance civile, et donc si voilà, et puis voilà. Alors, il fait son travail, par ailleurs. C'est pas mon assistant, il est en charge de la communication. Et il est parfait, je peux vous dire. Il est très pro, mais bon, allez, on avance. C'est pas pour accabler Hugo Clément, on s'en fout d'Hugo Clément. Mais puisque le chat dit oui, je sais pas d'Hugo Clément, puisque la preuve, on en parle. Non, je veux dire, c'est essayons de monter le niveau. C'est pas personnel contre lui, ça vous voulez dire. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça vous fait justement? Est-ce que c'est vautour? Est-ce que c'est caméléon? Cette idée que l'extrême droite vient sur l'écologie. Nous avons reçu il y a très longtemps Antoine Dubiot, qui a écrit un magnifique bouquin, terrible bouquin sur l'écofascisme. Est-ce que par exemple c'est une question que vous vous posez, vous, les Verts aujourd'hui, sur comment réagir à cette OPA par l'extrême droite, dont Hugo Clément est au mieux un instrument. Mais on s'en fout d'Hugo Clément. Non, mais moi j'ai grandi là-dedans, c'est-à-dire qu'on venait me dire, il y a notamment la responsable de tout un réseau d'associations environnementales du Nord-Pas-de-Calais, qui finit en 2015 sur la liste de Marine Le Pen aux élections régionales. Ce qui fait un grand émoi dans le mouvement écolo, enfin dans le mouvement associatif écolo. Les gens disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Et elle, j'avais eu plusieurs débats avec elle où elle disait, Marine, on avait fait plusieurs combats ensemble contre la ligne très haute tension, sur les suites de Métal Europe où le sol chez nous est pollué au plomb et les enfants, 20 ans après la fermeture de cette usine, on détecte encore des cas de saturnisme, etc. Enfin, voilà. Et elle me disait, mais Marine, merci, c'est super ce que tu fais. J'étais très jeune à l'époque, quand j'avais 25 ans, et elle me disait, il y avait peu d'écolos quand même sur mon territoire, mais elle me disait, tu vois, ce que je comprends pas, c'est pourquoi t'aides les Roms et les migrants aussi. Enfin, je vois pas le rapport avec l'écologie. Et je disais, moi, je le vois, parce qu'en fait, quand on est écolo, on est là pour travailler sur comment un écosystème vit, en fait. Et il n'y a pas de raison qu'on protège les Yorkshire et les baleines moins que des êtres humains. Enfin, et c'est un truc qui lui échappait complètement. Elle disait, mais en plus, tu perds des voix en faisant ça. Mais je m'en fous, c'est pas électoraliste. Je le fais parce que c'est des humains, en fait. Donc, je vais pas dire ça, c'est des humains qui me rapportent il y a des animaux qui me rapportent des voix, je m'en occupe. Et il y a des humains qui m'en rapportent pas, je les laisse crever. Enfin, j'habite à 1 heure de voiture de Calais, j'y vais dès que je peux, je vais pas m'arrêter d'y aller parce que c'est confortable électoralement c'est porteur électoralement que de pas de s'en occuper. Donc je pense qu'il y a une différence de conception sur l'écologie et en fait il y a l'environnement, les fleurs et les petits oiseaux, hein. Le RN à Hénin, ils ont fait l'avenue Brigitte Bardot qui, tenez-vous, est bordée d'arbres à chat. Tout ça n'est pas un sketch. Et là il y a pas longtemps il y a la maison Anne Frank en fait dans cette avenue Brigitte Bardot et on a été inauguré au sein de la maison Anne Frank, l'école de musique Michel Polnareff, avenue Brigitte Bardot. Et quand j'ai lu l'invitation, inauguration de l'école de musique Michel Polnareff, maison Anne Frank, avenue Brigitte Bardot, je me suis dit, non, mais c'est les moments où j'ai le plus les boules, en fait. Il y a la commémoration du 8 mai, où ils entonnent le chant des partisans et toi, tu pleures derrière tes minutes de soleil, avec le chef d'orchestre de l'harmonie municipale qui est le fils de la résistante qui a libéré la ville en 45, et tu te dis que t'es devant la stèle de Jean Moulin qui doit se retourner dans sa tombe. Enfin, il y a des moments comme ça assez vertigineux. Donc, en réalité, enfin voilà, eux en fait leur environnement c'est les oiseaux, c'est le cadre de vie quoi. Non mais pardon, je reviens sur l'idée. Est-ce que c'est une ligne de fond cette idée que l'extrême droite pourrait aller sur le terreau et le terrain écologiste? Et est-ce que ça vous pose problème? En fait, on mène une bataille culturelle. Ce que je constate, c'est que, y compris, j'étais en réunion hier avec Fabien Roussel, dans un tout autre registre, qui est pas le premier écologiste de France, mais qui... Dure semaine. Fabien Roussel au poste, c'est dur. Non, mais voilà, parce qu'on écrivait, on était en réunion avec les chefs de parti NUPES, et puis on disait, ceux sur qu'on est d'accord, on peut raffirmer les retraites, les mouvements sociaux. Et je leur disais, sympa, l'écologie, on va s'en occuper tout seul alors, parce qu'il y a fin du monde, fin du mois, même combat, mais là, on parle pas trop de la fin du monde qui va quand même arriver, en fait. Et c'est aussi notre devoir de nous en occuper. Et Fabien disait, oui, on peut mettre la transition écologique. Je disais, merci Fabien. Et il y a un truc comme ça en fait, nos idées écolo qu'on était bien seuls à porter il y a 40 ans, elles ont essaimé. Aussi parce que l'urgence est de plus en plus présente et que tout le monde a compris que ce qu'on disait, c'était pas un truc du luberlu complotiste et que ça allait vraiment nous tomber dessus. Et les enfants qui naissent en 2023, on sait pas leur garantir aujourd'hui que la planète sera encore habitable quand ils auront 30 ans. Donc, voilà, c'est un fait. Et évidemment que nos idées, elles ont pollinisé certains partis à gauche, mais aussi d'autres. C'est une évidence. Et par ailleurs, l'opinion publique souhaite qu'on parle de sujets. Donc les partis opportunistes, vautours en parlent, les partis caméléons en parlent également, c'est comme ça. Après, on n'en parle pas de la même manière. Alors moi, franchement, les trucs, quand on dit Hitler aussi était végétarien, et d'ailleurs, je sais pas quoi, super les mecs, mais il y a une vraie histoire quand même chez certains, le retour à la Terre, d'ailleurs c'est Pétain qui disait la Terre, elle ne ment pas, enfin il y a tout un truc comme ça de la nature qui ment pas. Il y a aussi une écologie raciste de les frontières, il faut rester nous, quand on dit les circuits courts, c'est pour pas émettre de CO2. Certains, quand ils disent circuit court, c'est pour dire que quand ça vient d'Allemagne, c'est les traîtres, et quand ça vient de France, c'est super made in France. Enfin, voilà, nous on dit juste que c'est pas la peine que les trucs viennent de Chine. Eux, il faut que ce soit français. Genre moi, j'habite dans les Hauts-de-France. Si j'achète mon truc à Moucron ou de l'autre côté de la frontière belge, il est plus circuit court qu'aussi bien de Marseille en fait. Il se trouve que c'est un autre pays. C'est pas ça le problème. C'est pas la frontière à 1 kilomètre près de est-ce que c'est français ou pas français. Donc on porte pas les choses pareil, mais il est sûr qu'ils viennent à l'écologie. Après, le problème d'Hugo Clément, c'est pas qu'il débatte avec Jordan Bardella. Évidemment qu'il faut débattre avec Jordan Bardella. Le problème, c'est qu'il fasse à valeur actuelle et qu'il aille servir l'opération de com de valeur actuelle. Et il y a un truc qui m'a interpellée quand j'ai fait, puisqu'on vous parlait de C'est ce soir, il y a quelqu'un sur Twitter qui a répondu, donc il y a eu l'annonce de l'émission par C'est ce soir, et il y a un mec qui met en dessous Tondelier, c'est comme Hugo Clément, elle accepte d'aller débattre avec le Rassemblement national. En fait...
Il y a des endroits où j'ai pas envie de débattre parce que c'est pas des endroits de débat, CNews, Valeurs Actuelles, etc. Et puis, en fait, pour le coup, débattre avec le Rassemblement national, c'est mon quotidien. Alors, après, il faut que je fasse quoi ? Il faut que j'aille plus au conseil municipal. Il y a un moment où, quand on fait de politique, il faut aussi se confronter à l'altérité et on est là aussi pour le pousser dans un retranchement. Donc, voilà. Allez, on fait encore 5 minutes de désobéissance civile, si vous êtes d'accord. 5 minutes. François, non, là, je faisais semblant, il n'est pas vraiment derrière. Il n'est pas vraiment là. Ah bon, vous le faites bien, vous le faites bien. Non, mais vous savez ce que j'ai après ? J'ai une interview avec Le Vent se lève. C'est ça que je dois faire. Oh, mais j'ai des camarades, ils savent très bien comment c'est. Après, tout le temps, voilà. Ils savent très bien comment c'est. Bon, alors. Attention, François va faire éruption dans le bureau. Là, il est vraiment là. Je vous le montre, je vous le montre. Voilà. François, l'homme par qui... il s'est caché. L'homme par qui tout ça a été monté, le pauvre. Gars, on prend 5 minutes de plus. C'est ça. On assume. Bon. Est-ce que... 10h04, mais là, attendez, ça fait un quart d'heure de plus, ça. Pas du tout votre affaire. Nous, c'est la maison de la désobéissance civile ici. Ouais, mais par contre, là, je vais avoir des problèmes. Parce que j'ai un rendez-vous à 11h30 que je dois vraiment pas rater. Non, mais vraiment 2 minutes. Alors 2 minutes. Est-ce que ce qui ne vous... Un peu comme sur l'écoterrorisme tout à l'heure, est-ce que ce qui ne vous différencierait pas, ce serait d'aller au fond des choses et d'aller sur le capitalisme ? C'est notamment le chat qui vous dit ça en disant vous êtes très sympathique, je prendrais bien des bières avec Marine Tondelier, mais quand est-ce qu'on parle du capitalisme ? D'accord, je prends des IPA, moi, il n'y a pas de problème. Et circuit court. Hein. Et pour le capitalisme, vous faites quoi ? Écoutez, c'est évident que le capitalisme et l'écologie sont pas tout à fait compatibles. Enfin, je vous prends l'exemple d'une forêt. Une forêt, l'écologiste veut la protéger, le capitaliste veut l'exploiter. C'est pas les mêmes logiques, donc non, c'est pas compatible. Voilà. Et maintenant, une dernière chose, c'est Monsieur François justement. En plus, si François essaye de venir me couper et qu'il voit ce visuel, il sait qu'il pourra pas. Il pourra pas. Alors, ce visuel, c'est quoi ? C'est les états généraux de l'écologie, 1 minute 30 pour tout comprendre. Et après, j'ai quand même une petite blagounette à vous faire. Vous avez remarqué que le slogan, c'est celui de McDonald's ? J'ai bien remarqué, puisque vous savez que je suis... Alors, soit vous êtes de la suite dans les idées, soit il y a un problème. Je vous ai parlé du RC Lens, j'en reparle une deuxième fois, paf, placement produit. Et le McDo, et en plus, est le sponsor du RC Lens. Donc, c'est le drame de ma vie. Mais non, je vais pas manger au McDonald's. J'ai plutôt Confédération Paysanne et démontage que je démontez-les comme vous êtes, les McDonald's. Mais il se trouve que ce slogan, en fait, il appartient pas à McDonald's. Venez comme vous êtes, en fait, ça vient de Nirvana, come as you are. Il se trouve que les gens qui font du marketing pour McDonald's, qui doivent être très très grassement payés pour le faire, l'ont repris parce que c'est un slogan qui est très efficace et qu'on dit souvent qu'il faut que l'écologie soit plus populaire, qu'elle soit plus accessible, qu'on dise des choses que les gens comprennent, qu'on soit chaleureux, qu'on soit bienveillant. Et quand on réfléchissait à comment l'expliquer en quelques mots, il y avait des gens qui proposaient bienvenue, et moi je leur disais excusez-moi, moi bienvenue ça me fait chier, j'ai l'impression que c'est un paillasson et que je dois m'essuyer les pieds dessus. Et donc je cherchais un truc un peu moins convenu que bienvenue. Je suis arrivée sur venez comme vous êtes, on m'a dit c'est le slogan de McDonald's, j'ai dit on s'en fout, ça ne leur appartient pas. Les mots ne leur appartiennent pas. C'est Nirvana, Kurt Cobain. Et ça, ils ne nous l'enlèveront pas. Et donc, on revendique que ça leur appartient pas. S'ils veulent nous faire un procès, ils le feront. Il se trouve que je suis allée à l'Après-M. Vous connaissez l'Après-M à Marseille, qui a repris en coopérative. Oui. Voilà. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que leur slogan, vous savez ce que c'est aujourd'hui ? C'est comme vous êtes, venez. McDo leur fait des procès parce qu'ils continuent à utiliser le M de l'après-M. Il faut préciser, c'est un ancien McDo qui a été... C'est ça, quand McDo a voulu partir de ce quartier populaire, les salariés qui étaient depuis 20 ans ont dit, nous, vous savez quoi, on reste, on le squatte, on en fait un restaurant solidaire, et McDo pète un câble, ne voulait pas leur vendre les locaux, il y a eu des mois et des mois de bataille juridique là-dessus, et aujourd'hui, ils ont ouvert ce restaurant avec de la bouffe locale, bio, machin truc, c'est hyper populaire, ils ont fait leur propre hamburger, mais ils ont gardé les machines à Sunday, les machines à frites, les trucs de commande, ils ont tout gardé, ces réquisitions du peuple, et ils s'appellent venez comme vous êtes, et voilà, en fait, il faut revendiquer, ça, rien ne leur appartient. Plus qu'un slogan, ce qu'on a voulu faire, c'est se dire que, en fait, Bruno Latour, qui est un spécialiste, enfin c'était un sociologue de l'environnement, on va dire, un spécialiste, un philosophe aussi de l'environnement, qui est décédé il y a quelques mois, qui disait, en fait, l'écologie, elle est potentiellement majoritaire dans ce pays. Et si elle ne l'est pas, c'est qu'en fait, il y a une classe écologique dans ce pays qui, contrairement à d'autres classes, n'est pas... alors, ça remplace pas les classes sociales. Hein. Il y a la lutte des classes, vous inquiétez pas, ça continue, on le voit chaque jour. Mais il y a en plus
qui rassemble des personnes de toutes ces classes, une classe écologique qui est consciente de ses problèmes, mais qui n'est pas fédérée, qui n'est pas consciente d'elle-même, donc pas fière d'elle-même, qui n'est pas structurée, alors qu'en face, ils le sont. Et si nous, on ne fait pas ce travail-là, alors personne ne le fera à notre place. Donc c'est la mission que je me suis fixée, de mener cette bataille culturelle, de fédérer cette classe écolo, chacun à son poste, et on n'est pas dans un truc de fusion-absorption en disant toutes les assos, tout ça, maintenant c'est à nous, vous votez pour nous, vous faites comme on dit, mais il faut bien qu'à un moment, on ait des endroits où on se parle, où on s'organise, parce qu'en face, ils ne se privent pas de le faire quand c'est contre les intérêts écologiques, et donc on s'est dit qu'il fallait créer un grand mouvement de l'écologie, pas que politique dans ce pays, qu'on est en 2023, que beaucoup de personnes ne veulent plus adhérer à un parti politique, ni le nôtre, ni les autres, parce que c'est pas ce qu'ils cherchent, et donc plutôt que se dire on a la vérité d'en haut, on va faire nous-mêmes ce mouvement, parce que si on le fait à notre image, nous on est déjà là, donc en fait on s'en fout vu qu'on est déjà là. Le but c'est que tous ceux qui sont pas encore là aient un endroit où ils se sentent bien, et donc on le fait avec nos méthodes, c'est-à-dire des méthodes ultra démocratiques, bien plus que celles du gouvernement et que certains parfois à gauche qui sont dans d'autres logiques que je respecte aussi, mais c'est pas les miennes. Moi la démocratie, je pense que c'est une richesse, et donc on a lancé une phase d'écoute de 150 jours où toutes celles et ceux qui se sentent écologistes dans un coin de leur tête quelque part en France et qui ont un truc à nous dire doivent pouvoir le faire. Donc sur ce site lesécologistes.fr, 1, vous venez comme vous êtes, ça vous avez compris. 2, vous nous dites tout ce que vous voulez nous dire, que ce soit agréable ou pas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le dire par courrier postal. Il y a encore des gens qui font ça, mais je pense que c'est pas eux qui nous suivent sur Twitch en ce moment. Il y a on peut écrire des trucs par PDF ou de 3 phrases, on s'en fout. Il y a des gens qui nous envoient des messages vocaux, des messages vidéo. On a prévu ça aussi parce qu'il y a des personnes qui sont moins à l'aise avec l'écrit et je veux qu'elles puissent aussi s'exprimer. Sinon, c'est toujours les mêmes qui sont capables d'écrire des trucs de 3 pages qui s'expriment. Et en fait, c'est pas juste pour qu'on lise ce que vous nous avez envoyé, c'est qu'on va non seulement l'écouter, l'entendre et le prendre en compte pour créer le futur mouvement à l'image de celles et ceux qui pourraient y être et qui n'y sont pas encore. Donc ça, ce sera la deuxième phase. On travaille vraiment avec des experts de la démocratie ouverte. On a un comité de pilotage où plus de la moitié des membres ne sont pas ELV. C'est des experts. Il y a Arnaud Chiche du collectif Santé en danger. Il y a Clotilde Bateau qui est du collectif Nourrir et qui est membre de Notre Affaire à tous. Il y a des sociologues. Il y a de tout, des artistes. Il y a Émilie Le Fur qui est championne d'Europe de VTT. Enfin voilà, il y a plein de gens qui se sentent écolos, pas forcément politiques, c'est pas ça le problème. Moi, je demande pas à tout le monde d'aller distribuer des tracts pour les élections, chacun son truc. En fait, l'écologie, c'est un travail d'équipe. On a besoin d'être chacun au poste, mais aussi chacun à son poste et fidèle au poste surtout. Et voilà. Et en fait, il faut qu'on structure ça. Et c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est que ceux qui viendront dans ce futur mouvement, les écologistes, on leur demande pas une relation exclusive, tout ça. En fait, on a le droit de faire d'autres choses dans la vie et c'est même souhaitable, mais on veut trouver un endroit où celles et ceux qui ont besoin de formation, on le trouve. Celles et ceux qui ont besoin d'accompagnement juridique, psychologique, parce que des fois l'écologie c'est dur, le trouvent. On est en train de créer un observatoire des violences contre les écolos pour pouvoir objectiver et accompagner celles et ceux qui vivent ça. Il faut que celles et ceux qui veulent chercher plutôt un endroit de rencontre pour discuter le trouvent, que celles et ceux qui veulent rencontrer plutôt un endroit où ils peuvent se mobiliser en ligne le trouvent, que ceux qui veulent donner 24 heures par semaine puissent les donner, mais que ceux qui ont que quelques minutes à donner par mois puissent trouver aussi leur place. Et voilà, on veut créer cette maison commune. Je pense qu'on fait notre part. Ça n'empêche absolument pas tous les débats qu'on aura sur il faut être ensemble en 2027. Oui, il faut être ensemble en 2027, pas parce qu'on est tous pareils dans la NUPES, mais parce qu'en fait, on veut gagner et qu'on gagnera pas séparément. Donc, c'est comme ça. Mais ça n'empêche pas qu'on ait chacun notre travail à faire. D'ailleurs, je terminerai là-dessus. On a fait 25% la NUPES aux législatives. Même ceux qui sont nuls en maths comme moi savent que pour gagner en 2027, il faudra faire 50%. Et ça nécessite en réalité que les communistes soient plus forts, que les insoumis soient plus forts, que les socialistes soient plus forts et que les écologistes soient plus forts. Mon travail, c'est que les écologistes soient plus forts. Je fais ma part et j'ai bien conscience que ça ne suffira pas, mais c'est ce que moi je peux faire de mieux pour l'écologie, pour la gauche et pour la France. Eh ben merci beaucoup Marine. Je mets une photo de moi, je suis désolé, prise à Aberdeen il y a 2 mois, la ville natale de Kurt Cobain, voilà. Comme Azioar, et j'ai un t-shirt des Tugs, groupe français qui était sur le même label que Nirvana, Sub Pop, avec un album qui s'appelait On Strike, en grève. Voilà, c'était juste. Je vois que certains ont donc la ref. En certains ont là, ça je peux vous dire, un jour je raconterai tout ça. Bon, merci beaucoup, merci à vous, bonne journée, salutations. Vous avez 12 minutes de plus plutôt que 10 minutes de moins, belle perf. Qu'est-ce que vous croyez, c'est ça les punks? Qu'est-ce que vous croyez, vous? J'étais un peu consentante pour le coup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé votre temps. Trop cool, dit Wired Morley. Merci de nous avoir... venez sur lesécologistes.fr nous donner votre avis. Ça nous fera rire, ça nous fera sourire. Et même si c'est pas toujours agréable, on prend, ça nous aide à nous améliorer. Mais par contre, faudra revenir, Marine Tondelier. Avec grand plaisir.
Avec un plaisir. Qu'on ait plus À de bientôt. temps. Merci beaucoup, bonne journée, merci beaucoup, je vous embête plus. Merci beaucoup, à bientôt. Amis de la police, du café de la tendresse utopiste, de McDonald's démonté et des streams sérieusement libres, à prix libre. Mille merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Opost, l'écologie politique en 2023, table rase, avec Marine Tondelier, chef de file de EELV. Merci aux immenses modos de la PE Techno, Eurial, Jessie, Robin, Olivier. Merci à la folle équipe du site opost.fr, auquel il faut s'abonner. Et merci au Blastos pour le partenariat Blast dont il a été question dans cette émission, puisque à plusieurs reprises, Marine Tondelier a fait du placement de produits pour la nuit des soulèvements de la Terre qui fut rediffusé par Blast. Merci à vous tous et on se retrouve la semaine prochaine.